Les procès du siècle. Une série de rencontres imaginées et produites par le MUSEM. Saison 3. Lutte en partage. Réunissant témoins, spécialistes et pièces à conviction, les procès du siècle appellent à la barre les forces qui mettent en tension nos sociétés contemporaines et ouvrent un espace d'échange citoyen. Cette troisième saison convoque les luttes pour les droits humains et pour les droits de la Terre. Elle explore les causes à défendre pour mieux vivre ensemble et mieux habiter notre planète. On vit en société. Donc à partir de ce moment-là, l'intime est politique. Les procès du siècle, saison 3. Lutte en partage. 16 épisodes enregistrés en public dans l'auditorium du MUSEM de novembre 2023 à mars 2024. Épisode 16. Décoloniser les arts. Déboulonnage ou pédagogie. Avec Eva Doumbia, Nassira Ghenif Souiliamas et Rokhaya Diallo à la modération. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très heureuse de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Bonsoir aux personnes qui sont dans l'autre salle, puisqu'on est diffusé en direct pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer ici. Donc merci d'être avec nous ce soir. C'est la dernière séance de la troisième saison des procès du siècle qui se sont déroulées cette année entre novembre et mars. Et aujourd'hui, on va parler des questions d'art, les questions de la place de l'art et de la manière dont il faut déboulonner ou non les objets d'art, les créations, les vestiges de l'histoire pour faire pleine place à tous et à toutes. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes incroyables. Eva Doumbia, que vous pouvez applaudir, et Nassira Ghenif Souiliamas. Prenez place. Donc, je vais vous présenter l'une et l'autre. Eva Doumbia, tu es autrice, metteuse en scène, comédienne. Tu as fondé en 2016 le festival pluridisciplinaire Afropéa, ici à Marseille, qui valorise les créateurs afro-européens. Et depuis septembre 2019, ta compagnie occupe le théâtre des Bains-Douches à Elbeuf, en Normandie. Depuis 2022, tu es artiste associée au Théâtre du Nord, Centre dramatique national Lille-Tourcoing, Hauts-de-France. Tu es aussi membre fondatrice, et on en parlera, du collectif Décoloniser les arts. Nassira Ghenif, toi tu es professeure de sociologie et d'anthropologie à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Tu es membre du LAI, le laboratoire d'études sur le genre et la sexualité au CNRS. Tu contribues aux études et aux écrits et aux débats publics sur les questions de mobilité, de migration, de minorité, d'inégalité structurelle, de racisme systémique et d'invisibilité raciale. Sexualisation, racialisation, ça fait beaucoup de choses. Tu es l'autrice de nombreuses publications, parmi lesquelles Les féministes et le garçon arabe, La République mise à nu, Rencontres radicales pour des dialogues féministes décoloniaux. Tu es aussi présidente de l'association de recherche féministe qui publie la revue Call. Merci beaucoup, Nassira. Alors aujourd'hui, on va parler de la question de la décolonisation des arts, la question de la présence de vestiges d'une histoire qui nous rappelle des dominations qui ont opéré historiquement et qui sont toujours présentes. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser la question de, en fait, ce qui s'est passé en 2020 après le meurtre de George Floyd, qui a été une vague qui a interrogé un peu partout dans le monde la présence de statues, de noms, qui rappellent combien l'histoire a été violente et combien les auteurs de barbarie sont encore aujourd'hui célébrés. Est-ce que ce débat, pour vous, sur la décolonisation des arts et sur le déboulonnage des statues, signifie en fait un sens qui est celui d'un renouvellement de la pensée décoloniale, ou est-ce que pour vous, ça s'inscrit dans un continuum ? Alors, pour répondre à ta question, en fait, il me semble que au moment où ça émerge en France, c'est déjà présent dans les esprits depuis très longtemps. Il fallait ce facteur déclencheur, d'une certaine manière, quelque chose qui surgit dans l'espace public et qui vient, non pas percuter, mais qui vient cristalliser et potentialiser des réflexions, des attentes qui étaient déjà là depuis très longtemps. Le fait qu'il y ait à la fois une survisibilité et peut-être parfois aussi une telle visibilité qu'on en oublie en fait ces personnages qui occupent nos espaces publics et nos livres d'histoire, pour ne parler que de ça, et qu'à l'inverse, il y ait une grande partie de la réalité qui constitue pas seulement l'histoire de France, mais l'histoire de l'humanité, qui soit systématiquement oubliée, minimisée, ou qui est toujours supposée être un facteur de trouble, voilà, dont on remet la discussion, la présence, l'apparition dans l'espace public et dans les débats publics à demain, voire à après-demain, en tout cas toujours plus tard.
Je crois que ce qui s'est passé en 2020, mais qui était déjà présent, en fait, ça a été le fait qu'on ne peut plus faire comme si ces réalités-là n'étaient pas éminemment problématiques, voire douloureuses pour des personnes. C'est-à-dire il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sentiment d'être constamment effacé, de ne pas pouvoir faire place, de ne pas trouver sa place, et donc de ne pas pouvoir trouver sa voix aussi, VOIX et VOIE, dans la société française. Donc c'était plus que salutaire que ça surgisse, et c'était, faut-il le dire, un peu tard quand même. Eva, qu'est-ce que tu en penses ? Ça correspond aussi à la fin du confinement, il faut aussi le rappeler, et qu'à ce moment-là, les gens étaient enfermés depuis quelques mois. Le meurtre de George Floyd, filmé, auquel tout le monde assiste. Et donc, à ce moment-là, il y a une volonté aussi de changer. Et les gens ont toujours déboulonné les statues, ont toujours renversé les symboles, ont toujours décapité des statues, à défaut de ne pas le faire sur des personnes vivantes. On va avoir des problèmes, Eva. Je pense que je vais t'arrêter là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça s'inscrit à la fois dans un continuum historique, puisque c'est l'histoire qui avance, mais en même temps, ça correspond aussi à une rupture, puisque l'histoire, elle est faite de rupture. Donc, c'était un moment important. Alors, puisque tu as le micro, je te propose de le garder et de nous présenter ta première pièce à conviction, qui est un livre. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Alors, c'est un livre qui s'appelle « Décolonisons les arts », qui est un ouvrage dirigé par Françoise Vergès, Gertine Ambury et Lila Kickerman, avec plusieurs contributeurs, contributrices, dont je suis. C'est un livre qui est à l'initiative en 2017, mais il a commencé à s'écrire en 2015, du collectif du même nom, Décoloniser les arts. En fait, c'est un livre qui est constitué de réflexion et d'entretien. Et il me semble que dans les professions du spectacle vivant, il a été un peu fondateur, puisqu'il a permis, et je ne dis pas ça parce que j'y ai participé, hein, mais il sert d'outil pour les artistes français, francophones de manière générale, à avoir un outil théorique pour penser la décolonisation des arts. Donc la décolonisation des arts... Et peut-être aussi le contexte de 2015, parce qu'en fait, c'est vraiment la connexion entre tous ces artistes est aussi liée à la création, enfin à la présentation d'une œuvre de Brett Bailey, ouais. Qui a créé vraiment une polémique extrêmement importante. Alors c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il fallait aussi déboulonner. Est-ce que tu peux en parler rapidement ? Alors, moi je n'étais pas dans le collectif contre Exhibit B, donc je peux parler de ce que moi j'en ai ressenti, c'est-à-dire qu'il y avait une œuvre d'un artiste sud-africain blanc, et c'est important de le dire, qu'on a vu ici plusieurs fois à Marseille, hein, qui a été présenté notamment au Festival de Marseille, sur d'autres projets qui sont la plupart du temps plutôt intéressants. Et là, en fait, ce spectacle Exhibit B voulait raconter ce que c'est que d'être noir. Donc, en mettant des performeurs ou des amateurs noirs dans des situations où ils étaient censés représenter chacun, chacune, une situation souvent humiliante, de violence, en fait. Et le public, en fait, se promenait dans l'installation. Moi, je n'ai pas vu ce spectacle, hein, donc je peux parler que de ce que j'ai entendu. Se promener dans l'installation est censé être ému par ce qu'il voyait. Donc, et en fait, il y a eu donc un collectif qui s'est fondé autour de ce spectacle parce que des personnes noires se sont senties offensées et choquées par ce qu'elles voyaient. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part on va dire d'un bon sentiment, mais qu'en réalité, la production d'images, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est la production d'images, a provoqué exactement l'inverse chez les personnes concernées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça veut dire aussi que la personne qui crée ce spectacle, pourtant c'est quelqu'un qui est sud-africain, donc ça veut dire qu'il vit dans un monde qui est sur le continent où il y a le plus de noirs au monde, ne pense pas en fait à ce spectacle en pensant à des personnes noires, il pense, en fait, c'est évident que sa cible était un spectateur blanc. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça a permis d'ouvrir le questionnement en France sur qu'est-ce qu'on représente, qui raconte les histoires et comment on les raconte. Et surtout, qui a le pouvoir ? Qui est-ce qui dirige les lieux culturels ? Puisque, évidemment, les personnes qui programment ce spectacle et qui le trouvent à chaque fois formidable et qui ne comprennent pas, en fait, quand on leur dit « mais vous savez que c'est offensant », il a fallu une forme de pédagogie. C'est-à-dire qu'en fait, là, dans Exhibit B, il y avait à la fois quelque chose qui est de l'ordre du déboulonnage, puisqu'il y avait des actions violentes avec des empêchements de représentation. Et puis, en même temps, il y avait de la pédagogie, puisque ça a permis, en fait, que se créent des collectifs comme celui de Décoloniser les arts, qui est un collectif qui travaille plutôt sur la pédagogie.
Merci beaucoup. Alors, on a de nombreux objets qui étaient ordinaires, qui étaient spirituels, qui étaient des objets, en tout cas, qui appartenaient au quotidien de population dans l'Océanie, en Asie, en Afrique, dans les Amériques, et qui se sont retrouvés dans des musées européens, qui y sont toujours pour nombre d'entre eux. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait ? Il y a un rapport qui a été émis par Bénédicte Savoy et Fellow Insar, qui a été adressé au président de la République pour la restitution des œuvres, notamment en Afrique. Quelques-unes sont parties, je crois qu'il y en a 28 qui sont parties entre le Bénin et le Sénégal, donc c'est vraiment pas beaucoup sur les dizaines de milliers qui sont notamment au musée du Quai Branly, mais pas uniquement, sans compter, parfois ce sont les corps qui sont présents dans les musées. On peut parler de Sarah Bartman, qui a été surnommée la Vénus Hottentote, en fait, qui a été victime de sévices racistes, sexistes, qui était née à la fin du XVIIIe siècle et donc qui a été exhibée pendant tout le début de sa courte vie au début du XIXe siècle. Et en fait, ces restes, après avoir été étudiés par des médecins d'ailleurs qui ont des noms de rues à Paris, donc il y a cette question-là qui se croise, et des statues également, ce que j'ignorais. Mais en tout cas, le 5e arrondissement comporte des nombreux noms de médecins très très violents à l'égard des populations colonisées. Et donc le corps de cette femme est resté très longtemps et a été restitué uniquement en 2002 à l'Afrique du Sud. Mais on peut aussi parler des nombreux crânes de résistants algériens qui sont encore aujourd'hui au musée de l'Homme à Paris. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces objets ? Est-ce qu'on les rend ? Parce que souvent ce que disent les conservateurs, c'est que les Africains, notamment, seraient incapables de s'occuper de ces œuvres qui sont si bien traitées dans les musées européens et occidentaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? À quel rythme ? Parce qu'en plus, c'est non seulement il y a une privation des corps qui ont disparu, mais il y a aussi une privation parfois spirituelle pour des objets qui avaient vraiment une valeur dans leur contexte culturel. Donc, que fait-on de ces objets ? En fait, ce que je crois qui est vraiment intéressant, c'est d'abord de rappeler qu'ils ne sont pas très bien conservés et ils ne sont pas très bien traités dans les musées où ils se trouvent. Très souvent, ils ont été empilés, ils ont été oubliés dans des armoires, dans des archives, parfois même très mal archivés. Enfin, je pense qu'il faut en finir avec le mythe selon lequel, ou en tout cas avec l'affirmation, la prétention que les musées occidentaux ont de dire on a très bien traité ces pièces et donc laissez-les nous, on va continuer à les soigner. En fait, non, elles ont été maltraitées. Elles ont été maltraitées à plusieurs titres. D'abord, matériellement, c'est-à-dire elles se sont souvent abîmées, elles ont perdu de leur intégrité, mais elles ont aussi été coupées de leur environnement. Elles n'ont pas pu en fait continuer à incarner ce pourquoi elles avaient été fabriquées, et surtout elles ont perdu le lien avec celles et ceux qui les avaient fabriquées. Il y a un exemple de ce point de vue-là qui est vraiment intéressant. Alors je suis désolée, c'est encore aux États-Unis, mais enfin là-bas c'est le paroxysme de ce qu'on peut faire du point de vue de la muséographie et de la façon en fait, y compris d'ailleurs de blanchir les objets, pour montrer qu'on est vraiment très généreux avec le reste du monde. Donc, il y a une salle au sud du Metropolitan Museum qui est exclusivement consacrée à des pirogues océaniennes. Donc, c'est des pièces immenses. Déjà, on se demande comment est-ce qu'elles sont arrivées là. Comment on peut avoir le projet de ramener ces objets alors qu'ils étaient utilisés ? Enfin, une pirogue, ça sert dans le Pacifique. C'est pas un objet qui est abandonné. Et en fait, pendant des années, cet endroit était présenté comme une espèce de lieu magique dans lequel on pourrait sentir, flotter une sorte de spiritualité dans l'air. Enfin, il y avait quelque chose de... C'était pas seulement l'appropriation des objets, quoi. Je veux dire, c'était cette façon de s'accaparer une spiritualité, un état d'esprit, une cosmologie, des cosmologies d'ailleurs, parce qu'elles sont diverses et multiples dans ces sociétés-là. Et je pense que ça n'a jamais gêné personne. Et en fait, récemment, j'ai lu que en fait, cette partie-là a été fermée pour être revue et révisée. Je ne sais pas comment ils vont gérer cette affaire, et puis surtout s'ils vont rendre ces objets. C'est-à-dire, donc il y a tout un renversement en fait. Moi, je pense qu'on n'en est même plus au décentrement. Parce que dans le décentrement, il y a encore un regard qui s'impose. Il me semble que la seule façon de considérer ces objets aujourd'hui, c'est d'admettre les arguments des personnes qui en ont été dépossédées. Or, les deux arguments qui actuellement prévalent, c'est un, on les soigne mieux que vous, et la deuxième raison pour laquelle on ne veut pas le faire, c'est une raison technique que j'ai trouvée donc dans ce document qui a été publié par le musée de Tervuren. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le musée du roi Léopold, en Belgique, qui était donc le propriétaire du Congo, il faut le dire comme ça. Parce que où il ne s'est jamais rendu. Voilà, donc cette immense bâtisse absolument impressionnante, toute la scénographie est écrasante du point de vue de l'empire colonial,
Et en fait, c'est un musée dans lequel on essaie de réfléchir à dépasser ce qui est aujourd'hui une des objections aussi, c'est en fait on ne peut pas tracer ces objets. On ne sait pas exactement à qui on les a pris. Donc, comme on ne sait pas à qui exactement on les a pris, on ne peut pas les rendre. Parce qu'on ne saurait pas exactement à qui les rendre. Donc là, je pense que la mauvaise foi, c'est vraiment... Donc, il y a effectivement des recherches aujourd'hui qui visent à démontrer qu'il faut arrêter ces faux semblants, ces faux fuyants, et puis cette mauvaise foi qui ferait oublier en fait les conditions de pillage et les conditions de spoliation qui ont conduit ces objets dans les musées occidentaux. Eva ? Oui, moi je voudrais rajouter qu'en fait ces objets ont une valeur symbolique pour ceux à qui on les a pris, mais aussi ont une valeur symbolique pour ceux qui les possèdent aujourd'hui, puisque ce sont des prises de guerre. Et c'est important de rappeler toujours que le colonialisme, ce sont des guerres en fait qui ont mené à la colonisation, et qu'en fait tous ces objets qu'on retrouve dans les musées sont là aussi pour glorifier le vainqueur des guerres. Et que je crois qu'une des raisons qui fait qu'il y a ces espèces de volonté de ne pas les rendre, c'est aussi pour garder le pouvoir et dire nous sommes encore propriétaires de ces terres que vous avez reprises, mais nous sommes aussi propriétaires symboliquement de ce que vous produisez en art. C'est-à-dire qu'il y a un lien assez organique entre ces objets et nous qui sommes là, en fait, les descendants de colonisés. Bon, moi, je suis aussi descendante de colonisateurs. Parce que ça me renvoie aussi au malaise que j'éprouve, et je dois le dire, dans certains musées, y compris au MUSEM, pardon. Quand je vois certaines œuvres, je suis souvent très mal à l'aise. Alors, je vais parler d'une visite que j'ai faite avec des artistes africains, il y a quelques années, à la Vieille Charité. Et j'ai le souvenir d'Aristide Tarnagda, qui est un écrivain, metteur en scène, homme de théâtre burkinabé, qui entre et qui dit « Mais qu'est-ce que ces choses-là, ces gens-là » lui parlaient de statues et de choses symboliquement chargées, mystiquement chargées, en fait. Qu'est-ce qu'elles font ici ? C'est-à-dire qu'il verbalisait un malaise que j'avais, moi, chaque fois que je vois des statues africaines dans les musées ou des objets du quotidien, où je me demande qu'est-ce que font ces gens, en fait, enfermés dans des prisons, en fait. Parce que pour moi, ça me fait cet effet-là. Et je suis allée récemment au musée du Quai Branly regarder l'exposition de Myriam Mindou, que j'ai trouvée d'ailleurs, qui était vraiment passionnante, parce qu'elle a réussi, en fait, à donner du sens à tout ça. Et en même temps, en allant voir l'exposition, je traverse donc le Quai Branly et j'éprouve encore ce malaise en voyant des objets qui ne sont pas à leur place, en fait. Merci. Puisqu'on parle de ce qui se trouve dans les musées, je pense que c'est le bon moment pour la pièce à conviction du MUSEM, qui est ici, située juste à côté de toi, Eva. Et je demande à Julia Ferloni, qui est conservatrice du patrimoine au MUSEM, de venir nous la présenter. Bonsoir. Oh, merci, c'est gentil, merci. Mais c'est surtout pour elle qu'il faut faire des applaudissements. Donc cette œuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est une peinture que Delaine Lebas, qui est une artiste britannique, qui est plutôt une performeuse, qui fait des installations, qui s'intéresse aussi bien au monde de l'écologie qu'aux questions de genre. Donc Delaine a récupéré ce tableau, qui est un peu un poncif en histoire de l'art de la manière dont on représente Carmen ou Esmeralda depuis au moins 3 siècles dans l'art occidental. Donc à savoir une belle femme sensuelle, limite ensorcelante, avec de beaux cheveux, une fleur derrière l'oreille, poitrine dénudée. Bon, bref, un poncif que Delaine veut dénoncer. Alors, elle est d'autant plus fondée à dénoncer ce type de représentation que Delaine est issue elle-même d'une communauté romanie, la communauté des Travelers, qui est une communauté romanie qui est propre au Royaume-Uni, et qu'elle est femme. Voilà. Donc, en fait, le message de Delaine, qui donc, en reprenant cette vieille toile d'un petit maître début XXe siècle, qui reprend vraiment un stéréotype de genre de l'histoire de l'art, Delaine, en projetant de la peinture rouge sur ce corps hyper sexualisé d'une femme anonyme, comme autant de stigmates sanglants. Donc Delaine, en fait, elle dit, mais en fait, ras-le-bol du patriarcat, ras-le-bol du colonialisme dans l'histoire de l'art et dans les musées. Et c'est pour ça que cette œuvre, elle nous a intéressés. On l'a acquise donc il y a 2 ans dans le cadre de l'exposition Barvalo. Donc pour ceux d'entre vous qui l'avaient visitée, vous savez que c'est une exposition qui a été co-conçue avec notamment des représentants des différentes communautés romanies d'Europe, donc Roms, Sinti, Manouches, Gitans,
aussi voyageurs, que administrativement on appelle gens du voyage. Et donc en regardant un peu ce qu'on avait dans nos collections anciennes du musée, on s'est dit ah ouais, Delaine en fait elle a raison, parce que si on regarde ce qu'on a, on a des représentations de ce type-là, ou alors des vieilles femmes édentées qui vous lisent les lignes de la main et qui ont des têtes de sorcières, ou alors ces hommes cheveux au vent, guitare ou violon sous un bras et poule volée sous l'autre. Donc on est vraiment dans le domaine du biais de représentation. Donc en considérant ça, on a travaillé avec nos Barval experts et expertes pour finalement repenser cette collection ancienne. Et on a fait ça selon plusieurs axes. Le premier, ça a été de procéder à des acquisitions pour créer une vision plus contemporaine de ce que c'est qu'un patrimoine romani aujourd'hui. Et puis, on a aussi regardé nos index et la manière dont on présentait, donc, dans notre base de collection en ligne, mais même aussi dans les salles, à travers les textes, dans les expositions, les populations romanies. Et là, on s'est dit aussi, oula, il y a du boulot, que ce soit dans les dénominations, ou bien aussi dans les manières de présenter certaines œuvres, où clairement, il y a même des biais franchement racistes. Donc, on travaille à tout ça depuis plusieurs années. Alors, c'est pas pour dire, franchement, mais qu'est-ce qu'on est bien au Mucem, merci, bravo, sous vos applaudissements, tout ça. Non, pas du tout. En fait, pour le coup, on se place vraiment dans la lignée de la plupart des musées de société, d'anthropologie ou d'ethnologie qui se penchent sur ces questions-là. Et je vais vous citer un seul exemple pour conclure, d'un musée qui a choisi d'axer son travail de décolonisation, toujours sur les collections romanies en l'occurrence, sous l'angle de la pédagogie. Donc je vous parle du musée Brücke, qui est à Berlin, donc qui présente les artistes du mouvement expressionniste allemand Die Brücke. Tous ces gens qui, au début, ces peintres allemands du début du XXe siècle, ont révolutionné le monde de l'histoire de l'art dans leur manière de représenter le réel. Et donc, notamment, les collections de Otto Müller montrent des représentations de femmes romanies, alors pas de cette manière esthétique-là, mais en tout cas des femmes à la poitrine dénudée. Et donc, le Brücke Museum a dit que, à partir de maintenant, on continue à montrer ces œuvres de Otto Müller, mais dans les cartels et les textes accompagnant ces œuvres, déjà dans les titres, on enlevait les mots offensants. Donc dans le cartel dit, alors voilà, on vous montre cette œuvre parce que la manière de représenter est révolutionnaire et elle a eu un poids dans la manière de concevoir la représentation de l'être humain et des paysages dans l'histoire de l'art, mais ayez conscience que le sujet représenté, lui, est problématique et qu'aujourd'hui, c'est absolument inconcevable de représenter une femme issue d'un groupe, pour le coup, considéré comme ethnique, de cette manière-là. Donc voilà, le Brücke Museum a fait le choix de la pédagogie et non pas du déboulonnage, mais en sensibilisant ses visiteurs au fait que ce n'est plus acceptable de regarder comme ça, de manière concupiscente, le corps des femmes romanies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julia. Alors, est-ce qu'il faut déboulonner ou non ? Eh bien, c'est un débat auquel se sont soumis des lycéens du lycée Pierre-Gilles de Gênes à Fignes-les-Bains. Ce sont les témoins aujourd'hui. Ils se sont prêtés à l'exercice d'un débat contradictoire au cours d'un atelier conduit par le metteur en scène Grégoire Ingold. Je vous propose qu'on regarde la vidéo de ce débat et je vous indique que, évidemment, ce sont des rôles qu'ils ont pris pour l'exercice, mais ce ne sont pas nécessairement leurs convictions personnelles. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat contradictoire sur la question « Faut-il décoloniser les arts ?» Tout de suite, une première question pour vous lancer. Il y a dans l'espace public, en France notamment, beaucoup de traces de notre passé colonial. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ah oui, dans l'espace public, il y a notamment de nombreuses statues. Je prends l'exemple de Colbert, dont la statue est exposée devant l'Assemblée nationale à Paris. Rappelons-le, Colbert était un homme qui a écrit le Code noir, un texte raciste qui donnait des règles absurdes à des esclavagistes. Et je trouve ça inconcevable de pouvoir représenter ces hommes sur des places publiques. Alors je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Certes, il a peut-être écrit le code noir, un des codes racistes, mais il ne faut pas oublier qu'il fait maintenant partie de l'histoire française. Il est donc maintenant impossible de l'effacer de l'histoire. À l'époque, on avait des mentalités différentes. Maintenant qu'on a pris compte de ce qui s'est passé, on va pouvoir avancer, pas oublier, mais ne plus refaire les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire.
On parle aujourd'hui beaucoup de la restitution des œuvres d'art qui sont présentes dans nos musées. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, le Louvre, vous le connaissez tous. Ils sont exposés plus de 6000 œuvres égyptiennes qui couvrent 5000 ans de l'histoire de l'Égypte. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, d'avoir des œuvres égyptiennes exposées en France, à Paris? Alors moi je suis complètement d'accord. Il est impératif de procéder à une décolonisation des arts. Ce n'est pas un droit mais bien un devoir que l'on a de restituer les œuvres d'art à leur pays d'origine, car chaque œuvre d'art représente un morceau d'histoire dont on les prive. On doit leur rendre ces œuvres d'art afin qu'ils puissent réécrire et reconstituer leur histoire, afin que celle-ci soit complète et donc non tronquée. Certes, on a pu faire des choses horribles il y a longtemps, mais n'oublions pas que c'est du passé, que les mentalités étaient différentes. Nous avons créé aussi des musées à des fins universalistes, attirer du public pour en apprendre plus sur d'autres pays. Donc pour moi, non. Les œuvres que nous avons prises en Égypte restera au Louvre. Alors, si j'ai bien compris, afin de préserver l'universalisme en France dans nos musées, vous êtes prêts à légitimement priver les pays anciennement colonisés de leur histoire? Oui. Après, nous parlons de restitution, mais y a-t-il des demandes et combien? Et pensez-vous pas qu'il y aurait des difficultés en termes d'exposition ou même de conservation de ces œuvres-là? Déboulonnage, restitution, mais est-ce qu'on peut pas aller aussi sur le terrain de la médiation? Alors selon moi, oui. Notamment, je vais prendre l'exemple de Tintin au Congo, donc qui est une bande dessinée raciste avec de nombreux stéréotypes sur les Africains à l'époque. Donc au lieu de supprimer définitivement cette œuvre, je pense qu'on devrait l'expliquer, sensibiliser le public qui va lire cette œuvre-là, et donc à des fins tout simplement de dénoncer ces mentalités-là qui ont poussé à ces stéréotypes. Alors oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour la représentation de personnalités historiques. Pour ce qui est des noms d'établissements, des noms de rues, je reste sur l'idée qu'il faut renommer ces établissements, ces rues, pour arrêter de glorifier, de représenter ces personnages horribles. Par contre, en ce qui concerne les statues, au lieu de peut-être les déboulonner, les supprimer, peut-être rajouter des cartels permettant aux personnes en fait qui viennent observer cette statue de comprendre et de recontextualiser ce personnage dans son époque, dans son histoire. Alors, selon moi, oui, il est possible une certaine collaboration, comme il y en a déjà eu il y a plusieurs années, avec la déclaration de Dakar, par exemple, où donc les deux continents européens et africains, avec plus de 50 musées qui ont signé, ont mis en commun leurs conservateurs afin de pouvoir opérer un rapprochement culturel, c'est-à-dire que tous les conservateurs travaillaient ensemble afin de pouvoir dater les œuvres, de pouvoir exprimer leur contexte et effectivement d'en déduire si elles devaient être restituées ou non à leur pays d'origine. On peut leur rendre ce qui leur appartient avec peut-être un financement. Et donc nous priver une partie de l'histoire. Non, c'est leur histoire à ces pays. Mais c'est aussi notre histoire. Il s'agit de leur patrimoine. Mais c'est aussi notre histoire. Non, les œuvres ne font pas partie de notre histoire. Elles font partie de notre histoire uniquement parce qu'on les a volées. Mais oui, mais on les a volées dans l'histoire. Ils doivent le retrouver, le conserver afin de mieux comprendre leur passé. Les générations des jeunes pays doivent comprendre leur passé, doivent comprendre le passé de leurs ancêtres afin de mieux le transmettre aux générations futures. Là, ils sont en train de perdre tout ce qui s'est passé, toute leur histoire, et ils ne la retrouveront probablement jamais si nous décidons de ne pas leur restituer. Mais si on leur rend, alors nous aussi, on perdra une partie de l'histoire. Mais il n'y a pas cette histoire, c'est l'histoire des colonisateurs, l'histoire des voleurs, des gens qui ont pris une partie de l'histoire, une partie de ce patrimoine de peuple, l'histoire de la France. L'histoire de la France. Avez-vous envie de rendre hommage dans nos musées aux colonisateurs, aux esclavagistes? Et si on enlève cette histoire de colonisateur, alors on enlève toute l'histoire. Bravo, lycéens du lycée. On peut s'en aller. Hein. Parce que là, le débat a été couvert. Ah oui, on a eu la mauvaise foi de CNews. On a tout, là. On a la totale. Merci beaucoup à Fabienne Julien qui a animé les débats et à Grégoire Ingold qui l'a préparé avec elle. Merci beaucoup. Et peut-être avant d'évoquer ta dernière pièce à conviction, Eva, il y a un thème qu'on a effleuré comme ça, qui est celui des noms de rues, des noms de bâtiments. C'est une question qui se pose partout et de manière récurrente et régulière. On a évoqué le fait aussi que Colbert ait sa statue à l'entrée de l'Assemblée nationale, alors qu'il est l'initiateur, en tout cas, du Code noir, qui régissait le statut des personnes victimes de l'esclavage, mais aussi de la Compagnie des Indes, notamment, qui a aussi organisé le commerce colonial. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces noms de rues? Parce qu'en plus, la France se caractérise par un nombre de rues attribuées à des militaires assez impressionnant. C'est-à-dire qu'on glorifie beaucoup, et je crois qu'il n'y a que 2% de noms de rues qui sont attribués à des femmes, donc je pense qu'on peut trouver des femmes qui n'ont pas commis de génocide assez facilement.
Encore une fois, on a déjà changé les noms de rues plein de fois dans l'histoire mondiale et dans l'histoire de France en particulier. Donc on peut le faire. Et quand je les entends, je me dis, il y a aussi des choses à contextualiser. Par exemple, Molière, les Fourberies de Scapin, il y a des choses affreusement racistes dans les Fourberies de Scapin. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de la fameuse scène qu'allait-il faire dans cette galère, qui est monstrueuse de racisme, où le Turc, enfin, il y a tous les clichés. Il y a quand même c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement aussi dans l'art physique, enfin, dans les arts plastiques, il y a aussi dans tout ce qu'on apprend, dans ce qu'on apprend dans les écoles, la description dans les poésies des femmes, en fait, l'orientalisme. Le travail est vraiment énorme. Et effectivement, donc tout ce qui est statuaire, les rues, mais il y a aussi ce qu'on apprend et ce qu'on lit, en fait. Parce que dès qu'on prend un classique, moi je sais que je suis une lectrice de Proust, mais il y a des moments, je relis des livres, parce que j'ai intégré des choses. Donc il a fallu ce temps de décolonisation de moi-même. Je relis certaines descriptions de Proust et j'ai envie d'arracher les feuilles et de me dire, mais pourquoi toi aussi tu m'as trahi, tu vois, parce que tout est imprégné de cet esprit colonial. C'est pour ça que la question de décoloniser les arts, elle est vraiment très importante. Par exemple, je repense aux Fourberies de Scapin que j'ai appris, que j'ai lu comme tout le monde quand j'étais en 5e. Il s'avère que mon fils, il était en 5e pendant le confinement. Donc, j'ai regardé un peu plus ce qu'il faisait et j'ai écrit à sa proche. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire de cette scène? C'est pas possible de dire ça. Et elle me dit, en général, quand je suis en cours en présentiel, en fait, je contextualise. Parce que je crois que c'est impossible de laisser les gamins avec ça sans leur dire, avant, les gens étaient racistes. C'est pas comme s'il était plus, quoi. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est que je me dis, dans des classes où il y a énormément d'enfants d'origine algérienne ou turque, de lire cette scène, mais c'est comme quand nous, on lisait des trucs sur les Noirs quand on était petite, on était extrêmement vexés et gênés. Ça crée des névroses, en fait. C'est très important, en fait, pour la santé du corps, on va dire, national. C'est très important pour la santé mentale des gens, en fait. Absolument. Nassira? Oui, peut-être même par rapport à ça, ce qui est encore plus intéressant, c'est tout ce qui est dans l'espace public et qui n'est pas nommé comme ayant un rapport à la colonisation, et peut-être même qui pourrait être relié à des dimensions d'une histoire oubliée. Je vais prendre un exemple qui est celui d'un canon qui est exposé à Brest, en fait, dans la rade de Brest. Et c'est un canon qui a gardé son nom. Il est exposé avec son nom, il s'appelle Baba Haroche. Et c'est une prise de guerre de la colonisation française lorsque la France s'est installée en Algérie, lorsqu'elle a conquis l'Algérie. Ce canon était à l'entrée de la Casbah d'Alger. Il a été considéré comme étant la preuve que la victoire était absolue. Et donc, il a été amené en France et il est exposé à Brest. Et alors, là où c'est intéressant, on se dira, mais en fait, ça serait bien que les gens le sachent. Et donc j'ai été en rapport avec une artiste qui s'appelle Sophie Covel et qui a refait en fait le parcours de ce canon et sa disparition littéralement de l'espace public, parce que qui pense que ce canon à Brest a à voir avec l'histoire coloniale? Donc il y a ce qu'il faudrait renommer et il y a ce qu'il faudrait nommer tout court, c'est-à-dire donner à voir ces lieux-là. Alors après, on peut se poser la question aussi de savoir s'il ne faudrait pas le restituer. Donc il y a des tas de mouvements qu'on pourrait imaginer entre renommer, entre donner à voir, faire réapparaître dans l'espace public toute une série de réalités qui en fait en ont été gommées, et justement montrer à quel point est-ce que en fait notre histoire coloniale, elle continue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a bien une histoire coloniale, mais il y a aussi un présent colonial qui continue à produire ses effets et à faire que toute une partie de notre espace public et de notre imaginaire est constamment lestée par cette histoire sans être jamais explicitée. Donc c'est vrai que décoloniser, comme disaient deux chercheuses et chercheurs qui sont elles-mêmes d'ascendance coloniale, mais en fait, ce n'est pas une métaphore. Ça doit devenir quelque chose qui, en fait... alors, non pas sur le mode de la repentance. Par contre, il y a quelque chose de libérateur et d'émancipateur, donc de pédagogique, dans le fait de réinvestir ces lieux, ces objets, ces monuments, de telle manière à ce qu'ils puissent contribuer à une histoire qui soit vraiment une histoire qui n'est plus tronquée, mais qui soit beaucoup plus vaste. Alors, c'était un peu le débat qu'avaient les jeunes collégiens. Et je trouve que ça permettrait sans doute de réintroduire toute une série de dimensions qui ont été occultées délibérément et qui, en fait, font que nous sommes dans une forme de monde... de monde tronqué. Il nous manque quelque chose dans la société
dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je propose à Eva de nous parler de sa deuxième pièce à conviction, qui est une performance artistique. Alors, j'ai pris des photos pour citer Marie-Rose Frigière, qui doit être dans le coin, qui est une artiste marseillaise, qui est sensibilisée donc à ces statues devant lesquelles on passe quand on arrive à la gare Saint-Charles. Ce sont des statues qui sont à la gloire de la colonisation et qui ont été construites au moment des expositions coloniales du siècle dernier. Marie-Rose, elle travaille sur quelque chose que je trouve assez passionnant, c'est qu'elle réinvestit l'imaginaire noir marseillais de manière beaucoup plus positive, avec plusieurs formes, plusieurs performances. Notamment, elle a un roman photo qu'elle a conçu qui se passe dans les salons de coiffure de Marseille. Donc les statues, elles sont là, mais de manière complètement, on va dire, vivante et sans souci, on va dire, d'une esthétique lissée. Autour, en fait, il est écrit ce qu'elles sont. C'est-à-dire que quand on passe devant ces statues, on sait. Moi, c'est vrai que c'est comme quand je vais dans la rue, je sais pas moi, Delattre de Tassigny, je sais pas qui est Delattre de Tassigny. Et ben en fait, on passe devant sans vraiment faire attention à ce que c'est. Et en fait, au bout d'un moment, le fait que quelqu'un écrive ce que c'est, on a la conscience de ce que c'est et de ce qu'elle signifie. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux réagir peut-être sur ça, Nassira ? Ce que je me demandais, c'est est-ce que ça serait pas plus intéressant en fait d'aller jusqu'au bout de la démarche là qui consiste à effectivement taguer anticolonialiste. Est-ce que là c'est pas le moment qu'il y ait quelque chose qui vienne rappeler quels sont ces statuts et qu'il y ait une volonté de la ville de Marseille de montrer qu'elle n'est pas indifférente à la violence que ces statuts peuvent exercer en fait à l'égard des passants. Alors qu'ils soient de Marseille ou pas, parce que ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent visiter Marseille et qui ne se rendent pas compte que c'est là, comme on le sait que c'est le cas à Bordeaux, à Nantes, Paris aussi. Enfin, il y a plein d'endroits où en fait ces stigmates continuent à porter l'histoire, mais à ne jamais être explicités. Par exemple, il y a une statue de Bugeaud qui est enchâssée dans le Louvre à Paris. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui soit dit de façon à ce qu'on sache qui est Bugeaud, que c'est un criminel de guerre, qu'il a contribué à la colonisation de la France, de l'Algérie dans les pires conditions, et que ce soit enfin dit. Je ne suis pas sûre que le fait de l'enlever de sa niche, si j'ose dire, ça serait très judicieux. Je trouve ça très intéressant, en fait, tout ce qui se passe autour de ces statues et de la démarche aussi de Marie-Rose. Parce qu'il y a une superposition, en fait. Il y a l'objet, il y a l'œuvre, et par-dessus, il y a une superposition. Je pense qu'il faut faire la même chose avec Molière. En fait, je pense qu'il faut redire du texte par-dessus. Pas forcément pour le brouiller, mais aussi pour le démonter, pour montrer ce que c'est, en fait, ce que ça a été. Donc, mais je trouve ça assez beau, en fait, cette démarche-là. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle nous renvoie aussi à ce que sont les œuvres qui sont enfermées dans des cages, dans les prisées. C'est qu'on ne sait pas qui les a faites. Et ça, c'est vachement intéressant aussi. Parce que là moi, ce que ça me pose aussi comme question, c'est qu'est-ce que c'est que l'art aussi ? Alors là, on en a pour des heures et des journées même de débat. Parce que la question de faire œuvre d'objet du quotidien, de dire que c'est une œuvre d'art alors que c'est un peigne, ou que c'est quelque chose qui sert à faire du coton, c'est vraiment quelque chose de très occidental. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit aussi se questionner, en fait. Eh bien, merci beaucoup. Merci Nassira Ghenif. Merci Eva Doumbia. Merci Julia Ferloni. Merci aux lycéens et aux lycéennes. C'était la dernière édition des procès du siècle de la saison, mais les procès du siècle reviennent pour une 4e saison en novembre. On vous en saurez plus en suivant les activités du MUSEM. Vous pouvez également réécouter ce procès ainsi que les autres en podcast. Et puis j'espère que le MUSEM aura le plaisir de vous accueillir à nouveau la saison prochaine. Merci d'être venus chaque lundi. Cette séance a été enregistrée le 11 mars 2024 avec la participation d'Eva Doumbia, Nassira Ghenif Souailamas, Julia Ferloni et Rokhaya Diallo à la modération. C'était le podcast Procès du siècle. Lutte en partage. Une proposition conçue et mise en scène par le MUSEM. À la modération, Rokhaya Diallo, Nora Hamadi, Thomas Legrand et Paloma Moritz. En partenariat avec Libération, Simone et Ventilo. Réalisation, Copie Carbone.
Rendez-vous sur le site du MUSEM pour plus d'informations sur la série et les pièces à conviction. Et retrouvez l'ensemble des épisodes de la saison sur votre application de podcast habituelle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.